Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dîné, puis on va pouvoir maintenir votre attention là, après le down d'après le dîner. Je ne sais pas, Julie, si c'était correct que je commence. Go? OK, super. Alors, bonjour et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Mon nom est Mélissa Spenard, je suis conseillère cadre au CUSUM. Je suis conseillère cadre pour le déploiement des services de télésanté. Je suis accompagnée aujourd'hui de Antoinette Ganem, de Véronique Nabelsi, de Tiffany Clovin et de Rona Fleming. On va vous présenter une présentation sous la thématique des structures et des processus organisationnels. Notre présentation s'appelle « Le rôle du patient partenaire dans le virage numérique, l'exemple du portail patient de la PSV ». La PSV, c'est le beau kiosque juste ici à l'extérieur. N'oubliez pas d'aller voter pour nous. On est le kiosque numéro 6. Alors, Antoinette Ganem, elle est récemment retraitée. C'était la gestionnaire, la conseillère cadre la conseillère cadre pour l'aspect clinique au COPSV. Tiffany Clovin, elle provient du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, communément connu dans la communauté, le CEPPP. Madame Fleming, elle est patiente partenaire. Et Véronique est professeure titulaire. Et puis aujourd'hui, Véronique va nous parler du processus d'évaluation. Rona va nous partager sa perspective d'avoir été une patiente partenaire ainsi que le rôle du patient partenaire. Tiffany va nous parler un petit peu de la perspective du CEPPP ainsi que le rôle CEPPP. De 3P, ainsi que le rôle. Et puis, Antoinette va débuter la présentation en nous présentant le contexte ainsi que la démarche et la méthodologie qu'ils ont pris pour mettre en place le processus. À la fin, pour ne pas nuire à la fluidité de la conversation puis de la discussion, on va leur permettre peut-être approximativement 15 minutes chaque. Puis après ça, on va avoir une période de questions à la fin où il va y avoir des micros volants partagés par Yuslin et Julie qui vont pouvoir prendre des questions. Puis on vous encourage à préparer vos questions là, parce qu'on a vraiment le goût de converser avec vous. Alors, Antoinette, je te cède la parole. Merci, Mélissa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, je vais essayer de faire fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? C'est pas au clic? Non. OK. Alors, c'est celle-là. Bon, bonjour tout le monde. Premièrement, c'est mon premier projet de retraite, l'atelier d'aujourd'hui. Alors, je suis très, très contente, très honorée aussi d'être avec vous. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le rôle des patients partenaires dans le virage numérique, plus spécifiquement, comme Mélissa l'a mentionné, dans la mise en place du portail patient de la plateforme de soins virtuels. Vous avez entendu la plateforme de soins virtuels et c'est vraiment une approche qu'on a mis de l'avant puis qu'on aimerait bien partager avec vous. Donc, dans le premier élément du contexte, il y a un « E » qui manque ici, le contexte, les soins virtuels. Donc, les soins virtuels, pourquoi je commence par la définition des soins virtuels? On parle beaucoup de santé numérique, on parle de soins virtuels, télésanté, télémédecine. J'ai trouvé cette définition qui est un peu englobante, très intéressante à montrer aujourd'hui. Donc, on a la santé numérique qui est un terme très générique, qui va englober beaucoup plus que les soins virtuels, donc la cybersanté, les sphères d'activité émergentes comme le recours à l'informatique avancée. Et on a les soins virtuels qui, eux, ciblent toute interaction entre patients, entre personnes qui participent à leurs soins ou entre les membres de ces deux groupes ayant lieu à distance, utilisant une forme de technologie de l'information ou de la communication visant à améliorer et à optimiser la qualité et l'efficacité des soins aux patients. Ça englobe la télésanté, ça englobe la télémédecine. Puis, ils comprennent la prestation des services au moyen de diverses technologies numériques en mode synchrone ou asynchrone. Donc, c'est juste pour mettre la table et pour plus contextualiser les soins virtuels. Deuxième élément de contexte, c'est les soins virtuels aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Durant la période de la COVID, il y a eu un sondage canadien de santé numérique qui a été fait par Inforoute Santé Canada qui a montré l'intérêt de plus en plus grandissant de la population pour les soins virtuels, notamment pour les soins virtuels par téléphone, par vidéo, par messagerie
Et on voit le pourcentage de citoyens qui sont prêts à embarquer dans cette aventure. Et le deuxième élément de contexte, c'est vraiment le manque de ressources où les soins virtuels deviennent une grande partie de la solution pour pallier à ce manque de ressources-là. Donc, on est devant une évidence. Les soins virtuels aujourd'hui font partie intégrante et ont un intérêt de plus en plus croissant pour les professionnels et pour les citoyens. Le troisième élément du contexte, c'est le nouveau paradigme patient-partenaire. Et on sait très bien que c'est un rôle qui est émergent depuis à peu près les 10 dernières années, mais on ne sait pas quoi faire avec. Et Agrément Canada l'a mis de l'avant encore avec plus de force en soulignant la participation du patient qui est nécessaire depuis l'élaboration, la conception et la mise en place des services. Et à chaque fois qu'on a un exercice d'Agrément Canada, on se casse la tête pour voir comment on va montrer le patient partenaire dans la conception, la mise en place, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme. Et le deuxième élément important, c'est le modèle de Montréal. Le modèle de Montréal qui est un modèle reconnu au niveau international et lui qui présente les fondements théoriques de la relation entre patients, usagers et professionnels de la santé, ainsi que la manière dont ces principes se déclinent dans le système de santé, dans l'enseignement et dans la recherche. Donc, c'est vraiment un concept nouveau qui va changer toute la façon d'organiser les soins et de développer les services de santé dans le réseau. Étant donné tous ces éléments de contexte, on a un autre élément qui vient aussi ajouter à ce contexte-là, qui est la plateforme de soins virtuels, dont la mission première est de réaliser un peu cette vision globale qu'on a mis de l'avant, qui est d'assurer une communication entre les professionnels de la santé pour les échanges cliniques à tous les niveaux de soins, mais aussi de faire communiquer le patient avec ses professionnels de santé pour des échanges cliniques, téléconsultations et autres demandes qui peuvent avoir lieu, donc dépendamment de l'offre de services des équipes cliniques pour le patient. Tous ces éléments-là de la plateforme de soins virtuels présentent deux composantes structurantes, qui est un portail professionnel et un portail patient. Donc, le portail professionnel qui permet aux professionnels de se connecter et de faire leur activité sur le portail et aussi de se connecter avec le portail patient pour assurer les activités avec le patient. Donc, ça nous met un peu la table pour dire le portail patient, le portail professionnel sont les deux composantes sur lesquelles on a voulu travailler et pour lesquelles on s'est demandé quel va être le rôle du patient partenaire et même d'autres professionnels là-dessus. La mise en place du portail patient répondait à des besoins d'affaires bien particuliers. Donc, on cible vraiment permettre aux professionnels de transmettre ou de collecter des informations de la part des usagers. Et on avait ciblé les communications cliniques sécurisées, donc pouvoir communiquer avec le patient, inviter à remplir un questionnaire, inviter le patient pour une téléconsultation en temps réel, et de permettre aux patients de se connecter à leur portail, d'avoir accès à une communication sécurisée, d'avoir accès à leurs différentes activités dans ce portail-là et d'avoir accès aussi à leur trajectoire de soins. Quand on a réfléchi comment on va mettre en place ce portail patient, il y avait des considérations qu'on a réfléchies, puis qui étaient de toute évidence s'imposer à nous, donc des exigences fonctionnelles pour répondre aux besoins cliniques. On a parlé de besoins d'affaires, donc pour pouvoir répondre à ces besoins d'affaires, permettre la communication entre le patient et le professionnel, quelles vont être les exigences fonctionnelles qu'on devrait mettre en place. Donc, il y a les accès, les autorisations, l'identité du patient, l'identification du patient, la conception des interfaces, etc., l'intégration, s'il y a des besoins d'intégration avec d'autres dossiers cliniques, whatever. Et des exigences non fonctionnelles qui sont importantes aussi à regarder, la performance, la capacité, la disponibilité, toutes ces affaires-là technologiques que vous connaissez, et des exigences aussi techniques comme la sécurité, confidentialité et la conformité en vigueur dans le réseau. D'autres considérations aussi, la considération qui était en fait
une des plus importantes qui nous ont posé un défi majeur, c'était la sécurité et la confidentialité des renseignements. Donc, et les ordres professionnels, la CMPA aussi a pris position, puis il y a même des critères. Je pense que le Collège des médecins aussi a mis de l'avant des mesures là-dessus, de s'assurer qu'on a des mesures de protection solides pour assurer la sécurité, la confidentialité des renseignements personnels. Donc ça, c'est un élément incontournable qu'on a pris en considération depuis le début parce qu'on traite des renseignements sensibles et d'ordre clinique et personnel. La sécurité, confidentialité dans le portail patient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une connexion qui est sécurisée pour le professionnel. Donc, le professionnel est bien identifié et il doit se connecter au portail patient de façon sécurisée. Ça a été facile de le régler pour le professionnel à travers le système de fédération des identités et Office 365. Donc, les médecins avaient l'obligation d'avoir un courriel.med obligatoire sécurisé et les professionnels de la santé se connectaient avec leur compte Office 365. Du côté patient, ça a été un peu plus compliqué parce que le patient, comme il n'a pas une identité numérique dans le réseau, on a dû travailler avec les parties prenantes concernées, une solution transitoire pour la création de comptes, parce que avoir accès, il faut créer le compte, l'identification du patient et l'accès à la plateforme. Donc, tous ces éléments-là ont été des éléments importants à regarder. Alors, dans les considérations aussi d'un tout autre ordre, c'était la gestion des attentes. Quand on met un portail patient en place, il faut pouvoir gérer les attentes des usagers. Et ça, c'est très important. Donc, dans les éléments qui sont à considérer, c'est de savoir, d'informer le patient des conditions d'utilisation du portail, pourquoi il l'utilise, comment il doit l'utiliser, les délais de réponse, le type de service offert à travers le portail, car celles-ci vont permettre de clarifier les attentes et même aussi de régir les modalités d'utilisation du portail. Cette considération-là, elle est plus du côté offre de services entre une équipe clinique et leurs patients. Et la CPM a déjà proposé comme un modèle de contrat d'utilisation à cette fin. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de toutes ces considérations. C'est important de les mentionner pour comprendre la méthodologie et le développement du portail patient. Donc, on met un portail à l'usage du patient avec des fonctionnalités et des conditions d'utilisation, des modalités d'utilisation. Donc, la méthodologie du développement devait être une méthodologie qu'on a mis de l'avant de co-construction et de partenariat. Donc, la première chose qu'on s'était dit, la co-construction, c'est quoi en fait? C'est vraiment de travailler un groupe de partenaires qui ont peut-être des intérêts différents, divergents, mais qui vont s'asseoir autour d'une même table, puis ils vont réfléchir sur l'organisation, la conceptualisation et la mise en place de ce portail. Donc, des mots que j'ai soulignés sont ici importants. Donc, ce sont des associés à part égale. La participation est à part égale et la simultanéité est importante. La simultanéité qui veut dire on travaille ensemble à concevoir, on prend ensemble les commentaires de chacun, on les met en place, pas on développe, on met, puis ensuite on montre aux patients. Donc ça, c'est très important. Cette notion, elle traduit vraiment un changement dans la façon de réfléchir et sur la problématique des changements organisationnels et comment concevoir le management de ceci. Donc, c'était une approche qu'on voulait mettre de l'avant. Et le deuxième construit, c'est le partenariat. Puis, on voulait que le patient soit un partenaire à part égale dans la réalisation de ce portail patient. Ça, c'est les deux construits qu'on voulait mettre de l'avant. Puis, là, on s'était dit qui doit faire partie du groupe de travail. Donc, la réflexion doit se faire avec les parties prenantes. Et comment impliquer les patients partenaires dans cette démarche? Parce qu'on se rappelle tous, je pense qu'il y a des gens, des établissements, quand on a un projet puis qu'on veut impliquer le patient partenaire, moi, les questions qu'on se posait, à quel moment on implique le patient partenaire? Quelle doit être la compétence du patient pour l'impliquer?
quelle information on doit donner aux patients pour qu'ils puissent réagir avec nous, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau concept sur lequel on apprend tous et on évolue avec. Alors, comme on a quand même aussi un processus de design thinking, parce que là, on est vraiment dans un modèle de conceptualisation de flux cliniques dans la plateforme. Donc, on est en train de monter la plateforme de A à Z pour répondre aux besoins. Donc, il y avait plusieurs étapes. On a pris la démarche d'impliquer, de monter un comité expert, de rassembler les parties prenantes autour de la table et de les impliquer dans ce processus, dans cette démarche. Donc, le comité des experts, on a un représentant, puis là, je vois des gens qui sont de notre groupe. On avait un représentant de la FMSQ, on avait un représentant de la FMOQ, Dr Laflamme est avec nous aujourd'hui. L'Ordre des infirmières, je ne sais pas si Mme Nadeau est dans l'Assemblée, mais on avait une représentante de l'Ordre des infirmières. Le CIQ Guylaine est avec nous, Mme Bertrand. Puis, pour le patient, on avait l'opportunité, parce que ce n'est pas facile dans une réflexion stratégique de cet ordre-là, plateforme provinciale, de trouver l'organisme qui puisse réfléchir avec nous à ces niveaux stratégiques et de pouvoir nous amener vers des niveaux opérationnels, vers les parties prenantes concernées. Alors, on avait l'opportunité d'avoir le CEPP avec nous, qui lui impliquait dans beaucoup de forums au niveau ministériel et à un niveau stratégique. Et bien sûr qu'on avait des représentants des instances ministérielles sur les dossiers traités. On avait des associations professionnelles selon les services déployés, par exemple la dermatologie, le centre opérationnel de la PSV, parce qu'on était le maître d'œuvre pour la mise en place de la plateforme avec le fournisseur. Et on était accompagné par Véronique, qui est chercheure à l'Université du Québec de l'Outaouais, pour nous accompagner dans cette démarche, pour la documenter et aussi pour l'évaluer par la suite. Alors, la méthodologie, on avait mis des ateliers de travail. Alors, comment ça fonctionnait? Nous, on avait les besoins d'affaires, on avait les activités, les types d'activités qui devaient se faire. Alors, on faisait des réunions avec le fournisseur pour expliquer ce qu'on voulait à travers les besoins d'affaires, à travers les types d'activités. Puis là, on arrivait avec beaucoup de questions pour lesquelles nous, CO, on n'avait pas de réponse. Alors, les ateliers virtuels des comités des experts avec les différentes composantes, on amenait ces questions-là et on les traitait avec les experts cliniques. On a eu 37 ateliers virtuels. On a fait aussi 7 ateliers virtuels spécifiques avec les patients partenaires. En fait, les 37 ateliers virtuels, le CEPP était toujours présent, depuis le début jusqu'à la fin, même quand on traitait les flux entre professionnels, où le patient n'était pas impliqué directement, parce qu'on jugeait que c'était important qu'ils comprennent de quoi on parle et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. Puis, cet atelier virtuel spécifique de patients partenaires, où on a fait même des ateliers interactifs quand on voulait valider les navigations des patients, la recherche des activités dans le portail, etc. Les travaux de réflexion, les travaux ont porté sur la réflexion, vraiment réfléchir, le service lui-même, comment on va l'intégrer dans la plateforme, la conception de l'interface, la validation commune de la modélisation des flux. Puis là, vous voyez ici les différentes activités qu'on a mises en place dans le portail patient, la consultation asynchrone, synchrone, sécurisée, etc., les questionnaires, les trajectoires. On a 2 trajectoires organiques et séquentielles. Puis dans le portail patient, eux, ils étaient plus impliqués quand on a fait les ateliers spécifiques des patients partenaires, sur la communication asynchrone, les questionnaires et les trajectoires. Et là, je vous promets, je ne m'attarderai pas plus longtemps. Alors, la méthodologie, les travaux ont porté sur l'accès au portail. Donc, dans les ateliers interactifs des patients, c'était important de récolter leurs commentaires sur l'accès, la création des comptes, l'accès aux différentes fonctionnalités,
le contenu des interfaces, la nomenclature. On a eu beaucoup de commentaires concernant la nomenclature. On ne comprend pas ça, ou ça, c'est un dédoublement, ou peut-être changer ce terme par ce terme. Les renseignements cliniques intégrés, qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans le portail, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Puis ensuite, les tableaux de bord. Comment on navigue avec un tableau de bord. L'affichage des pages. Est-ce que l'affichage est convivial, encombré, on est capable de se retrouver facilement ou pas. La navigation, les outils et renseignements d'aide aux patients. On avait aussi une FAQ, foire aux questions, qu'on a envoyée pour commentaires aux patients pour voir si le langage utilisé était compréhensible ou pas. La méthodologie de développement aussi, quand on parle de co-construction et partenariat, je donnerai l'exemple des contraintes qui nous ont été amenées par la protection des renseignements personnels et par le ministère de la cybersécurité en numérique, où, par mesure de sécurité et de confidentialité, ils nous ont imposé des contraintes très importantes. Premièrement, dans l'accès du patient, parce qu'on n'a pas une identité numérique du patient, donc il y avait d'envoyer c'était une solution qui est quand même assez complexe. Et puis, ils nous ont imposé aussi d'enlever tous les liens cliquables dans les notifications, ainsi que même le contenu des notifications, de le réduire au minimum pour que ça soit neutre et que ça ne reflète rien au niveau des noms et des renseignements. Alors, cette solution ne nous paraissait pas cliniquement viable. Elle a été soumise au comité des experts et elle a été aussi par la suite soumise à un comité particulier que le CEPP nous a identifié. On a récolté les commentaires, on a fait une contre-proposition et la contre-proposition a été acceptée par le MCN. Donc, c'est un succès quand même de travail conjoint. Puis, je peux conclure en une affaire là, très importante, c'est qu'on a opté pour cette approche intégrée. Elle nous a permis de favoriser la synergie entre les différentes parties et de construire un portail qu'on considère un peu plus solide. Je ne dis pas qu'il est final, il va toujours être en évolution, mais au moins il est beaucoup plus pertinent et répondant aux besoins des utilisateurs, des usagers. L'échange d'idées, la co-création, la prise de décision collective est très importante. On a eu des commentaires extrêmement constructifs, des commentaires extrêmement pertinents de la part et des professionnels, mais aussi des patients qu'on a pris en considération puis qu'on a intégrés dans le portail. C'est important de le faire lors de la conception plutôt que de le faire a posteriori. Puis l'approche participative, la perspective des patients a été d'une valeur extraordinaire. Donc, je parle aussi des professionnels, là, parce que on met le focus sur les patients, mais c'est vraiment un travail de collaboration entre tout le monde. Puis, on a l'approche réflexive, je vous ai dit, on a travaillé avec des ateliers interactifs où on a donné accès aux patients à un lien et on a simulé leur navigation dans la plateforme avec des vraies activités pour permettre de voir si ils arrivent à trouver les bonnes actions, les bonnes activités en temps voulu ou si c'est nébuleux, etc. Donc, ça a été, et là, ils nous ont reflété des éléments qu'ils trouvaient difficiles ou des éléments qui étaient plus conviviaux. Et c'est comme ça qu'on a vraiment... J'aime beaucoup ce schéma-là où vous voyez, là, c'est important là, pour nous de dire, on a bâti on a adopté cette approche pour bâtir un portail de patients. On va avoir des patients qui vont adhérer, mais on espère que plus de gens vont encore adhérer à ce portail patient une fois qu'il va être mis en place dans les prochains jours. Alors, en conclusion, moi, je vous dis, je témoigne de travaux inédits vraiment dans un climat de respect et de transparence. Je n'ai jamais vu autant de respect entre les professionnels, les membres qui étaient présents ou entre les professionnels et les représentants patients, des reconnaissances des savoirs et de l'expertise de chacun et beaucoup d'enthousiasme et d'assiduité. Les gens étaient présents à tous les ateliers et ça démontre l'intérêt quand même de ce qu'on est en train de mettre en place.
Puis c'était vraiment dans un but commun pour intégrer des flux cliniques qui vont permettre d'offrir des services de qualité. Et ça a toujours été mis de l'avant de la part des professionnels. Maintenir la sécurité des patients, la confidentialité des renseignements cliniques, c'était un non incontournable, et de respecter les codes de déontologie et de responsabilité professionnelle. Alors, ça, c'est vraiment un peu le contexte avec l'expérience qu'on a eue dans le montage du dossier, du portail patient. Je pense que la perspective que vont nous amener Tiffany et Rona vont être plus importantes que la mienne. Alors, je te donne la... Merci Antoinette. Est-ce que vous m'entendez? Je ne parle pas trop fort, ça va? Merci. Bonjour, donc je suis Tiffany Clovin, je travaille au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Puis, je voudrais revenir un peu sur justement comment s'est construite cette collaboration et comment on a amené petit à petit des patients partenaires autour de la table dans la création de l'atelier Portail Patient. Je tiens à dire que le travail avec Antoinette a été extrêmement enrichissant, joyeux, respectueux, transparent. Ça a toujours été un immense plaisir d'être autour de la table avec elle. Il y a eu comme une espèce de conjonction de désirs et de besoins qui s'est fait. Le contexte d'implication du CEPPP, c'était qu'on avait le mandat de la stratégie numérique d'éducation aux patients et au public, qui est un mandat qui nous a été confié par l'IPAM, puis en collaboration très forte évidemment avec les équipes du réseau québécois de télésanté au ministère de la Santé et des Services sociaux, et qui s'inscrivait vraiment dans un contexte pour réfléchir à l'impact du numérique dans l'expérience du patient à travers le système de santé. On voyait évidemment l'importance, le développement de l'auto-soin qui était au cœur du plan santé. Et puis, nous, ce qu'on voyait aussi du côté des patients, c'est la promesse de la télésanté, le levier du numérique, qui était à la fois une opportunité d'intégrer les patients comme acteurs de soins, et puis la possibilité d'aller rejoindre et soutenir les patients en dehors des murs de la clinique, au quotidien, dans leur autonomisation. Parce qu'on sait bien qu'un patient, par exemple, moi je vis avec 2 maladies chroniques, mes interactions avec le système de santé, les professionnels, ça prend un tout petit temps, mais je me soigne au quotidien, je prends des décisions de soins tous les jours. Donc c'est vraiment j'ai besoin d'être soutenue dans ce quotidien. Donc nous, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on était en train de réfléchir en fait avec le centre et les équipes? C'est de regarder qu'est-ce que c'est un patient soignant de lui-même, un patient acteur de soins. C'est un patient qui... En fait, tous les patients, à travers leur parcours de vie avec la maladie ou leurs conditions de santé, ils vont apprendre, on va accomplir des gestes, on va poser des actions. Et finalement, souvent, quand on regarde le cercle de l'approche du partenariat patient, on vient mobiliser les savoirs expérientiels des patients, mais il y a aussi ce qu'on appelle, nous, la face cachée de la lune, qui est qu'est-ce que le patient fait, en fait, dans son quotidien avec la maladie? Qu'est-ce que c'est la pratique du patient? Donc, à travers la prévention, quand il va venir observer sa peau en dermatologie, quand il vient préparer ses questions pour une consultation, dans un traitement, comment on s'administre son médicament, etc. Moi, j'ai dû me préparer à ma chirurgie aussi, comment je fais ça, comment je suis aidée, comment je suis supportée, et puis comment je vis avec, comment je gère les impacts de ma maladie dans mon quotidien. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est identifier en fait toute cette pratique, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe bien souvent, c'est que le patient va développer cette pratique, ses conséquences, donc en vivant avec la maladie, et bien souvent en cherchant par lui-même l'information, les ressources pour le soutenir. Donc, ça va se faire à travers, quelquefois, les réseaux sociaux. Moi, j'ai un groupe de soutien de patients atteints d'endométriose. On va chercher sur Dr Google, malheureusement, à travers les applications, à travers une association de patients. Moi, la fiche santé qui m'a permis de me préparer à ma chirurgie, elle m'a été fournie par mon association de patients. Quelquefois, dans les rencontres avec les établissements, j'ai appris comment envoyer une requête d'IRM grâce au gardien de sécurité de l'hôpital Jean Talon qui m'a pointé du doigt vers des solutions. Dans les rencontres avec nos professionnels, on va apprendre à travers l'éducation thérapeutique, on va nous amener un petit peu plus loin sur notre chemin dans les lectures ou par exemple en santé mentale à travers l'aide de pairs aidants qui vont nous guider dans notre parcours. Et ce qu'on voulait regarder, c'est est-ce qu'on est capable, à travers ce projet, d'identifier tout ce que font les patients, toute cette pratique-là, et puis de trouver des solutions pour les soutenir, pour accompagner leur pratique. Donc, dans ce contexte, au départ, on est venu sur les rencontres de l'atelier clinique un peu dans un esprit d'observation. On voulait découvrir toutes les différentes plateformes qui étaient en développement, on voulait comprendre l'environnement de la télésanté et les plateformes au niveau provincial. On voulait être capable d'identifier les fonctionnalités, le lien entre les fonctionnalités des plateformes et les trajectoires de soins et services des patients, leur parcours de vie avec la maladie. C'était
quel type de fonctionnalité qui était développée, puis comment ça allait interagir avec les patients. Et puis aussi comprendre la perspective des professionnels de la santé et des services sociaux dans le développement de la plateforme pour être sûr que ce qu'on propose aussi comme solution vienne répondre aux différents enjeux, aux différentes perspectives. Donc, dans le cadre de cette observation, nos travaux qui étaient en développement, qui ont principalement été les parcours d'apprentissage patient, qu'on a présenté plusieurs fois au Réseau québécois de télésanté, on voyait vraiment 2 applications du parcours d'apprentissage patient qui sont avoir une influence sur l'organisation des soins et services pour soutenir les patients et leurs proches dans leur pratique, et puis structurer et développer les fonctionnalités des plateformes provinciales. Donc ça venait vraiment rejoindre en fait les grands enjeux, les grandes discussions qu'il y avait sur la table des ateliers cliniques et puis dans les ateliers patients par la suite. Donc, comme il y avait ce désir aussi d'impliquer des patients partenaires, on était là pour rester. Donc, on a siégé comme membre du comité provincial d'experts pour la mise en place de la plateforme de soins virtuels. Et je tiens à préciser, on s'est tout de suite dit, mais on n'est pas des représentants des patients. Il n'y a pas une association des patients. Donc, est-ce que notre rôle est légitime? Est-ce qu'on est là dans une bonne posture, etc. Puis, on s'est dit, en fait, on est quand même des experts de l'approche du partenariat patient, donc on est capable de mobiliser cette expertise autour de la table, d'y réfléchir. Et puis, dans la création des parcours d'apprentissage patient, nous, dans chaque parcours, on va venir mobiliser des associations de patients, des collectifs de patients, des organisations, des associations médicales. Donc, on avait aussi, dans les besoins d'apprentissage, les besoins d'acteurs de soins qu'on venait capter dans les parcours d'apprentissage, une forme de représentativité qu'on pouvait nous amener, en fait, quand on venait dire là, il me semble que les patients auraient besoin de ça. Ce n'était pas juste moi, Tiffany, qui le pensais, c'est parce qu'on l'avait identifié dans des parcours d'apprentissage patient qui étaient soutenus par tout un tas d'acteurs représentatifs du terrain. Donc, dans ce contexte-là, on a vraiment, je pense, co-construit notre rôle. Il y a un lien de confiance qui s'est créé. On a vu l'opportunité d'impliquer des patients partenaires. Puis je le dis quelquefois, ça fait un peu peur, les projets avec des patients partenaires. On ne sait pas très bien par quoi commencer, comme tu le disais. Puis là, ça s'est fait vraiment en douceur. On a comme identifié où est-ce qu'on pouvait aller encore plus loin ensemble dans la co-construction. Donc, si on regarde un peu le continuum de l'engagement des patients, parce qu'on se dit on peut s'impliquer à différents niveaux, c'est ça, là on venait amener une perspective de l'approche du partenariat patient, une réflexion stratégique, mais ça c'est le continuum qui est extrait de l'article sur le modèle de Montréal de Marie-Pascale Paumet. Puis vous voyez qu'il y a plein de niveaux de collaboration, de consultation, de partenariat, puis l'engagement des patients peut se faire à plein de niveaux et tous sont légitimes en fait, en fonction de où on se situe. Donc, vous allez voir que dans le projet de développement de l'atelier du portail patient, on s'est situé en consultation, en collaboration et en partenariat. Donc, dans l'organisation des services et de la gouvernance, par exemple, en collaboration, en consultation, ça peut être de créer un groupe de discussion sur des thèmes particuliers, mais en partenariat, ça va être co-construire des services vraiment avec les patients. Ou en collaboration, ça peut être d'avoir des recommandations qui sont faites par des patients sur des sujets prioritaires, des décisions qui sont prises. Donc c'est comme ça que ça s'est fait à plusieurs niveaux, en fait, dans l'atelier sur le portail patient. Au niveau consultation, au tout début du projet, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on avait mobilisé un groupe de patients partenaires. Qu'Antoinette est venue consulter avec le fournisseur de services pour dessiner un peu les grandes lignes du portail patient, je pense valider certaines orientations aussi qui étaient en cours, puis recueillir leurs commentaires et commencer à avancer. Si on se situe au niveau collaboration, justement, ça a été quand le questionnement de la solution transitoire est venu, puis qu'il y avait une vraie question de la part des experts, mais aussi un questionnement de la part des patients de est-ce que ça va marcher, cette façon de faire. Donc, on a organisé une rencontre avec le COCIPS, qui est un conseil des citoyens partenaires en santé, des patients et citoyens partenaires en santé, j'ai oublié le patient dedans, et qui est un groupe qui se réunit toutes les 2 semaines, qui est mobilisé par le CEPP, et que plein de groupes viennent consulter en fait, sur des sujets. Et on est allé recueillir les recommandations des patients sur les enjeux de sécurité dans les courriels et la solution transitoire. Ce qui était fascinant, c'est que vraiment les 2 discours se rencontraient. Ce qui était dit par les experts sur les ateliers professionnels et les recommandations des patients étaient très proches. Et ça a permis de pousser les recommandations. Et puis le niveau partenariat, c'est vraiment quand on est rentré dans les ateliers de co-construction du portail patient avec un groupe de patients partenaires qui ont été mobilisés à intervalles réguliers avec le fournisseur de services et qui ont pu vraiment participer, donner leur avis et plus que ça. Puis Rona va nous donner vraiment des exemples, puis comment elle s'est sentie dans les groupes, mais ça a été
vraiment une expérience très riche et très intéressante. Je voulais juste finir là-dessus parce que je trouve que ce qui a été très beau en fait dans justement le fait de se situer à la fois du côté professionnel, mais aussi de vraiment prendre en compte les parcours du patient, c'est que on vient soutenir avec ce type d'outils la pratique de tous et toutes. Donc la plateforme de soins virtuels vient vraiment aider à organiser les soins et services pour faciliter la pratique à la fois des professionnels, mais aussi des patients. Et elle permet aussi de fournir des outils nécessaires à la pratique, donc à la fois du côté des professionnels, mais à la fois du côté des patients. On vient vraiment soutenir la pratique des patients. Puis pour ça, j'aimerais juste donner un petit exemple. Je vais essayer de donner le moins de détails possible pour que personne ne se fasse taper sur les doigts. Mais j'ai discuté avec une patiente récemment qui m'expliquait, elle est atteinte d'une maladie chronique qui est extrêmement douloureuse, qui prend beaucoup de place dans sa vie. Et puis, tous les 2-3 ans, son traitement ne fonctionne plus. Donc, il faut qu'elle change. Et elle a à ce moment-là, en général, une rencontre avec son spécialiste qui lui donne... on dit, OK, on va essayer un nouveau traitement. Et ce traitement, elle va devoir l'ajuster sur 1 à 3 mois environ. Donc, il y a des ajustements de dosage, elle a des effets secondaires sur lesquels elle a des questions, etc. Puis son spécialiste lui a dit, en fait, on communique avec moi, pose-moi des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà... C'est difficile d'appeler, d'avoir un rendez-vous. C'est compliqué de se dire, il va avoir rendez-vous 2 fois par mois pendant les 3 premiers mois, etc. Donc, elle, la solution qu'elle a trouvée pour soutenir sa pratique, c'est qu'elle l'a connectée sur LinkedIn et elle lui pose des questions sur LinkedIn sur l'ajustement de son médicament. Ça l'aide à ajuster son médicament. Puis, ce spécialiste-là, ça lui permet aussi de communiquer avec sa patiente pour lui donner les informations dont elle a besoin. Je me disais, mais par exemple, la plateforme de soins virtuels, le professionnel aurait pu ouvrir un canal de messagerie sur les 3 premiers mois où il y aurait eu un échange et en plus lui fournir des outils pour la gestion des effets secondaires que la patiente aurait pu récupérer, regarder chez elle et s'aider pour ajuster ses médicaments, gérer ses effets secondaires, etc. Donc c'est vraiment un bel exemple comment ces outils-là viennent répondre à des besoins des 2 côtés quand on identifie la pratique des 2 côtés. Et puis, c'est ça, je vais passer la parole à Rona, qui a vraiment été, elle, plus impliquée dans les ateliers du portail patient, qui pourra vous parler de son expérience. Bon après-midi à tous. 2 avis, je suis un anglophone. Le français, c'est mon 4e langue actuellement. Et j'ai brisé mes lunettes en route ici ce matin. Mais je vais essayer mon mieux parce que j'adore Antoinette ici. Bon, je suis un patient partenaire. Je suis un patient partenaire avec le Centre d'excellence de partenariat avec les patients et les publics. Je suis un patient partenaire avec le CUSUM et aussi avec l'Université de Montréal où j'ai enseigné les étudiantes en sciences santé. Je vais lire mes notes à cause que je suis un anglophone, d'accord? C'est correct? Bon. Je présenterai le partenariat patient en son évolution et ce que signifie être dans le rôle de patient partenaire. Ensuite, vous pourrez me poser des questions sur les spécificités de ce rôle à la fin de la présentation. Merci. J'étais un patient partenaire de nombreux projets, comités et groupes de travail traitant de différents aspects de la santé, y compris ceux qui traitent directement du domaine émergent de la médecine virtuelle. Certains fonctionnent très bien pour inclure les patients partenaires avec une position égale à la table et certains, excuse-moi mes lunettes, restent, prends mon clicker, merci. Excuse-moi, les gens. Certains fonctionnent très bien pour inclure les patients partenaires avec une position égale à la table et certains restent dans un discours symbolique. Ça veut dire le tokenisme. Le succès co-créatif dépend souvent de maladies médicales à partir de lesquelles on travaille et de la manière dont ils valorisent les compétences des patients. Il n'y a pas place pour les patients experts dans un système de santé paternalistique. J'étais l'un des nombreux patients partenaires qui ont co-créé et testé les plateformes de santé virtuelle que nous discutons aujourd'hui. Je vais commencer à l'arrière un peu, je vais vous donner un peu de l'historique des partenariats patients. Entre les années 45 et 70, c'est la valorisation de la santé. L'expertise de les médecins sont très, très importants. C'est juste appelé le guerre deuxième mondiale. On avait aussi la valorisation de la spécialisation
et l'expertise de médecine, c'est une époque de grands progrès scientifiques. Et les systèmes de santé sont organisés autour des besoins de santé égaux, pas de santé chronique. On était dans un système paternalistique où il y a un manque de communication entre les professionnels et aucune prise de décision avec les patientes eux-mêmes. Entre les années 70 et 80, c'est l'époque des débats. Les patientes ont commencé à s'exprimer. Il y a le débat sur la propriété de leur corps. C'est à qui le corps? C'est le mien. Et ici, l'émergence des associations de patientes et des groupes d'entraide. Entre les années 80 et 90, c'est l'époque des crises. Il y a deux choses qui arrivent. Alors, on avait les crises de sida, qu'on connaît très bien, et aussi l'affaire Jacob Creutzfeldt. C'est the mad cow disease. C'est mal managed. Merci. Le public commence à prendre conscience de la faiblesse de le modèle biomédical, afin que les patients commencent à exprimer leurs besoins, attentes et leurs priorités dans le système de santé. Entre les années 90 et 2000, c'est l'époque des conflits. Les patients sont considérés comme les utilisateurs, les consommateurs de produits. Il y a l'émergence d'éducation thérapeutique, très bien, et la déinstitutionnalisation en santé mentale avec le retour de soins en communauté qui avait marché pas si bon. Il y a aussi l'émergence de plus en plus de soins chroniques comme priorité, puisque 65% des patients de plus de 12 ans et 90% des patients de plus de 65 ans vivent avec au moins une maladie chronique. Entre les années 2000 et 2010, l'approche centrée sur la patiente est encore dominante, avec des équipes indépendantes, mais le patient n'est toujours pas inclus dans les prises de décision et n'est pas considéré comme un membre d'équipe traitant. Et il y a encore un manque de décisions partagées avec les patients. L'autogestion s'est normalisée à mesure que les patients acquièrent de meilleures connaissances et l'expérience de vivre avec des maladies chroniques. C'est un gros changement dans le système de santé. Et en 2010, la modèle de Montréal avait sorti de l'Université de Montréal, écrit par Marie-Pascale Paumé. En 2010, la commissaire à la santé et au bien-être de Québec avait dit que dans le souci d'améliorer la santé de la population et d'améliorer la qualité des soins et des services, une des voies prometteuses réside dans l'engagement des patients à tous les niveaux du système de santé. À la même fois, il y avait l'émergence des patients experts comme moi. Aussi, le patient est maintenant considéré comme un acteur de soins à part entière et considéré comme un membre égal de l'équipe traitante. C'est très important. Entre les années, finalement, 2010 et 2020, on avait l'émergence de la télésanté. Ça arrive avant et après que le COVID, on sait ça maintenant. Et il y a l'augmentation dans les auto-soins et dans la coordination des soins pour des cas complexes. Et aussi dans l'accès aux informatiques, où maintenant 80 des patients accèdent à l'informatique médicale sur Google, quand elle avait mentionné le Dr. Google. On doit avoir les bons informatiques, c'est pas comme toutes les informations sont bonnes. On doit avoir les informations et retour à nos professionnels pour prendre des décisions partagées avec des informations qui en sont acquises. La prochaine. La plateforme santé virtuelle est pertinente à cause d'utilisation populaire d'appareils médicaux connectés. Moi, à ce moment, j'ai 2 stimulateurs neurologiques dans mon corps. Un, j'ai fermé, l'autre qui ne marche pas du tout, mais ils sont des appareils médicaux connectés. Ça, c'est une grosse émergence dans le système de santé. Il y avait plusieurs demandes qui en avaient ça.
80% des personnes effectuent des recherches sur Google, comme j'ai juste mentionné, pour obtenir des informations médicales. C'est normal. Je pense que peut-être maintenant, c'est plus que 80. Et aussi, il y a l'émergence de plus en plus de télésanté avant et après que la pandémie COVID. Et finalement, l'attitude de démocratisation des soins, et que ça veut dire que les patients avaient un grand voix dans les décisions qui sont prises dans le système de santé, et l'importance des partenariats patients en santé numérique. La prochaine. Cette diapo illustre les changements où un patient devient un membre à part entière de l'équipe traitante et comment les deux groupes avaient le partage de valeurs et la complémentarité des savoirs. Ça, c'est très important. La complémentarité du savoir, ça veut dire qu'on avait l'expertise des professionnels, mais le savoir expérientiel des patients de vivre avec des maladies jour à jour. Il démontre également comment la co-construction est possible lorsque telle complémentarité, et en particulier quand les patients partenaires sont expérimentés, comme dans ce projet ici. La capacité pour un patient d'établir des interactions avec les professionnels dépend en partie de son expérience avec sa maladie, ses savoirs expérientiels. La prochaine. Ce dépôt illustre le savoir que les patients développent au fil du temps avec des maladies. On avait des savoirs incarnés, ça veut dire d'être à l'écoute des symptômes corporels. Moi, je sais que c'est quand un bon temps d'aller à l'urgence avec mes symptômes et c'est quand un bon temps juste de rester chez moi et prendre soin de moi-même. On avait des savoirs médicaux. Ça veut dire des connaissances directement liées à la maladie à laquelle ils sont confrontés. Je suis un expert dans les maladies gastriques. Je souffre de plusieurs maladies chroniques, mais le plus important à moi, c'est mes maladies gastriques. Je suis très bien, comme tous les autres patients partenaires, avec mes savoirs de navigation. C'est très important dans la co-création d'une plateforme santé virtuelle et sont des connaissances sur la façon de trouver et accéder aux services nécessaires. Le savoir d'autogestion, c'est évident, je prends soin de moi-même, comme tous les patients partenaires. Et le savoir relationnel, qui veut dire que sont des compétences qui permettent à un patient de communiquer efficacement avec les autres et transmettre son expérience utile. Il est aussi très pertinent de ce projet. Ce n'est pas juste que j'en ai des connaissances et des compétences à me communiquer. C'est très important de transmettre les bonnes informations et le bon temps dans le bon projet. Les compétences, ça doit être très focus. Les savoirs culturels sont les relations que les autres ont des valeurs différentes des nôtres et qu'une ouverture d'esprit est nécessaire pour co-créer un changement adapté au plus grand nombre, for the most people. Nous étions un groupe diversifié de patients partenaires qui étaient parfaitement conscients de nos différentes perspectives et de la manière de capitaliser sur ces différents pour co-créer cette plateforme santé virtuelle. Ce diapo ici illustre l'évolution d'un patient partenaire au fil du temps et les compétences qui se développent grâce à son implication en partenariat. Ces compétences sont liées au fait de vivre avec une maladie, comme en premier, et s'adapter sa vie à celle-ci et de partager ses connaissances acquises. C'est aussi d'appliquer ces savoirs expériences d'une manière comme nous l'avons ici. Ce n'est pas juste que j'ai développé, c'est pas juste que j'ai développé les compétences de prendre soin de moi-même, c'est pour transmettre mes expériences dans les groupes avec une aire d'altruisme
et une ouverture d'esprit. Par exemple, j'étais recrutée par ma résilience de vivre avec mes maladies chroniques, mais aussi pour ma capacité à faire preuve d'altruisme et de me communiquer mes idées de co-construction avec les autres professionnels. On sont presque finis. La Je peux ajouter quelque chose Oui, ici, Rona, merci. c'est ça. C'était que ce qu'on voulait montrer, c'est que une patiente comme Rona, elle n'est pas juste recrutée pour ses savoirs de vie avec la maladie, mais aussi parce qu'elle a des compétences de patient partenaire qui lui permettent de s'impliquer dans des projets comme celui-ci. Puis Rona, je ne sais pas si je pense que tu le diras aussi un peu plus tard, mais tu es sur plusieurs groupes de réflexion en télésanté, sur notre table de santé numérique, dans plusieurs projets. Donc, c'est ça aussi qu'elle a amené autour de la table quand on l'a recrutée pour le projet, ainsi que les autres patients qui sont venus dans la construction du portail patient. C'est vrai, c'est pas mon premier projet, ça fait plusieurs de projets que j'étais impliquée dedans. Oui, ça c'est rejoint vrai. un peu ce qu'on disait tantôt, c'est que quand on veut choisir un patient partenaire sur un comité de travail ou un groupe de patients partenaires, ils doivent avoir quand même des compétences particulières pour pouvoir collaborer et être constructifs. Donc, il y a le savoir expérientiel, mais il y a aussi la capacité d'assumer un leadership transformationnel. Et je pense que ce terme est très important parce que quand on est rendu là, de dire il y a le patient partenaire a un rôle de leadership transformationnel. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé d'expérimenter un peu dans la plateforme de soins virtuels, la mise en place du portail patient. C'est ce qu'on a essayé de construire au fil des activités. Puis Tiffany l'a bien dit aussi, eux aussi, ils cherchaient un peu le rôle qu'ils pouvaient jouer. Et puis ce rôle s'est construit au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment avoir cette ouverture de dire on construit le rôle ensemble parce que c'est vraiment très novateur comme rôle. Ce n'est pas très évident de dire, d'amener quelqu'un puis de dire tu vas assumer un leadership transformationnel avec nous. Mais il faut quand même s'entraider tous. Puis je pense que même les professionnels de la santé qui étaient avec nous ont vécu la même affaire là, pour le volet professionnel. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration, de co-construction qui s'est fait au fil des ateliers. Oui. Et c'est important aussi de dire que les patients ne sont pas juste intéressés sur les droits des patients, les advocacy des patients. C'est une grosse différence entre les groupes d'advocacy patients pour les groupes qui sont intéressés juste sur les frais de stationnement sur l'hôpital et tout ça. C'est très différent. On co-crée les nouveaux projets dans le système de santé. Merci Absolument. beaucoup, Rona. Ouais. Oui. Puis je rajoutais sur une des compétences, par exemple, du patient ressource, c'est sa disponibilité pour entendre. Puis ce qui était intéressant, c'est de savoir dans quel carré de sable on jouait et où est-ce qu'on était capable d'aller, de pousser certaines fonctionnalités avec les patients, mais aussi d'entendre qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas possibles. OK, qu'est-ce qu'on trouve comme solution ensemble, en fait? Qu'est-ce qu'on construit comme Puis solution? c'est étonnant de voir comment on converge tous vers une solution commune. Il ne faut pas partir avec les prémices qu'on est dans des positions campées adversaires. Je pense qu'on travaille tous dans le même objectif et on converge tous vers des solutions communes. Alors, on passe la présentation. C'est terminé? Non, pas fini. Ah, c'est pas fini, hein? Presque. Deux dépôts. On illustre ici. On sont presque finis. Le patient partenaire avait des impacts stratégiques à tous les niveaux de soins de santé, que ce soit par leur propre intérêt ou celui de la communauté, même en tant que société dans son ensemble. Par exemple, on prend des décisions partagées avec leurs partenaires de soins de santé et on prend soin d'eux-mêmes et de leurs proches. Ils contribuent à créer une personne, une famille, une communauté en meilleure santé et, fin de compte, une société plus saine. La prochaine. Nous nous sommes réunis en tant que groupe diversifié de patients partenaires, à la fois en termes d'expérience vécue avec la maladie et des types de maladies aussi, et également diversifié en termes d'expérience dans l'autre domaine de la vie aussi. Ça, c'est très important. Moi, je suis une psychologue. Les autres patients partenaires avec des expériences diversifiées dans d'autres domaines de vie aussi. Ça contribue très, très, très bien dans les projets parce que les connaissances sont très, très diversifiées avec les maladies, mais aussi dans les autres domaines.
Cette diversité est utile car elle conduit à l'identification des divers besoins, priorités et stratégies des patients pour les concrétiser. En fin de compte, nous avons travaillé avec les développeurs et l'autre professionnel pour identifier les besoins des patients, la facilité d'innovation, la facilité de navigation et d'autres fonctionnalités spécialisées. En tant que co-créateur, collaborateur, véritable partenaire dans la conception de soins de santé d'aujourd'hui et de demain. La dernière, nous étions différemment préoccupés par les questions liées à la sécurité et de le transfert, de double identification qui était mentionné, la facilité de navigation qui encourage l'engagement de patients dans ces soins, l'écoute, l'équité, inclusivité qui est très, très important, où tous les patients, quel qu'il soit le lieu de résidence ou le niveau de littératie, peuvent y accéder efficacement. C'est très, très important parce qu'on avait plusieurs de patients qui ne restent pas dans Montréal, dans les villes, ils sont loin des centres hospitalisés. Le niveau de qualité de communication, le niveau de qualité de communication est aussi très important en termes de fluidité et l'engagement des deux côtés et le besoin d'avoir une continuité de soins avec nos professionnels de santé, c'est très, 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 très important, en particulier avec les plateformes santé virtuelles et avec les télésanté, parce que la continuité de soins avec nos professionnels doit être assurée. Un exemple de cela serait que le patient puisse réaliser des auto-évaluations sur ces plateformes, les stocker et ensuite y revenir à une date ultérieure. Je vais laisser Tiffany ici pour expliquer les deux solutions transitoires qu'ils nous avaient rencontrées. Oui, ben c'était la solution transitoire, on en a parlé, mais on avait trouvé intéressant de mentionner l'exemple du suivi de trajectoire, qui était quelque chose qui avait été demandé par les patients. On regardait, c'était possible en fait, je pense, quand il y a des trajectoires qui sont implantées sur la plateforme, c'était important pour les patients de savoir où ils en sont dans leur parcours. Puis de pouvoir, c'est souvent quelque chose qui ressort beaucoup dans les parcours d'apprentissage patient, le besoin de pouvoir effectuer le suivi de son dossier, de savoir où on en est, peu importe, parce que, comme me disait Rona quand on a repréparé, c'est que si je sais que ma prochaine étape, c'est dans longtemps, ou que j'ai d'abord à remplir des questionnaires, etc., ben, moi, en tant que patiente, je peux faire quelque chose en attendant. Tu me donnais l'exemple d'un moment où tu avais rendez-vous avec ton physiothérapeute, puis par le virtuel, ils avaient transmis des outils à Rona qui lui permettaient de commencer des exercices en attendant aussi. Donc, elle était arrivée plus préparée à sa rencontre avec le physiothérapeute. Puis ça a été une très belle écoute, je trouve, de votre équipe, puis de l'équipe de fournisseurs, parce qu'on a trouvé une solution pour l'implanter, ce suivi de trajectoire, dans une fonctionnalité de la plateforme. Et c'était vraiment une demande des patients qui a été créée vraiment en co-construction. Oui, parce qu'on sent toujours les listes d'attente. C'est une bonne façon d'aller dans la pratique de auto-soins. Quand vous êtes sur une liste d'attente, si vous avez une blessure d'épaule, je ne peux pas fonctionner à la travail. C'est comme une grosse surprise à moi pour être capable de faire les exercices 2 mois avant que j'ai fait une visite de consultation avec le physiothérapeute. Quand j'arrive à la physiothérapeute, j'étais déjà en forme, j'ai presque établi mon épaule normal et j'ai gagné beaucoup de temps et beaucoup de temps au travail aussi. Parce que mon priorité à le temps, c'est le retour à le travail. Ce n'est pas le douleur, c'est de garder mon épaule en bon état, c'est de retour au travail et les plateformes me laissé de faire ça. Merci beaucoup, Rona. Merci. De l'avoir fait en français en plus. Bravo, Rona. Alors, on passe la parole à Véronique. Parfait. OK. Bien, moi, j'ai l'opportunité, en fait, de documenter ce beau projet structurant, innovant, qui apportera une valeur, selon moi, inestimable à nos usagers, et ça tout au long de leur parcours de soins. Donc, je suis bien contente de faire partie de l'équipe.
parce que ça fait depuis quelques années. Là, je perds le temps, le fil du temps. Mais ça fait au moins depuis 2022 Oui. qu'on mène des travaux qui sont vraiment engageants, mais également plein de sagesse et d'équité. En tout cas, j'ai bien aimé mon expérience jusqu'à présent de faire partie de l'équipe au niveau de la recherche pour pouvoir documenter, mais également ce qui est important quand on fait de la recherche, c'est de pouvoir mobiliser ces connaissances-là, ces savoirs, mais aussi de pouvoir en faire le transfert puis la diffusion auprès de différentes communautés, pas seulement académiques, mais ceux et celles qui ont été impliqués auxquels le portail sera déployé, là. Donc, pour moi, je suis très contente. Puis, puis le projet aussi a été financé par MedTech, donc je tiens à le souligner. Donc, ça a été validé par un comité de pairs. J'ai les déclarations d'éthique aussi pour pouvoir faire les analyses. Donc, ça, c'est important de le souligner. Le projet en soi comporte 3 objectifs qui sont distinctifs, mais complémentaires l'un à l'autre, qui enrichissent les données. Donc, le premier, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le besoin ou les besoins cliniques et de sa pertinence, non seulement pour les communautés de pratique, les professionnels de la santé, mais aussi pour nos usagers, ici, d'avoir leur regard, leur point de vue. Donc, pour ce faire, nous avons mené différents ateliers. Là, je ne sais plus combien j'en ai suivi, une quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais nous avons pu analyser, documenter, analyser les besoins cliniques actuels aussi avec les patients, également les professionnels de la santé et d'autres acteurs clés, notamment en termes d'accès aux informations médicales, de communication, de gestion de santé, et j'en passe. Mais également, nous avons voulu évaluer vraiment la pertinence d'un portail patient, de ce qu'il pourrait amener comme valeur ajoutée et bonification dans nos soins et nos services, afin qu'ils répondent de manière efficace et appropriée aux besoins cliniques qui ont été préalablement identifiés dans le premier sous-objectif, mais aussi nous avons recueilli des perspectives, les différentes perspectives, parce que c'était multiple, des parties prenantes pour comprendre leur point de vue, leurs préoccupations, mais aussi leurs attentes, je pense que c'est important, concernant le portail avant même son utilisation. Donc, il y a eu plusieurs ateliers qui ont eu des approches, comme l'a souligné Antoinette, intégrées et collaboratifs, dans un souci de respect et d'égalité entre nous au niveau des échanges, qui a été organisé étroitement avec le CEPPP, mais aussi avec le conseil, le comité d'experts cliniques. Donc, cette approche, pour moi, mais pour toute l'équipe, a été privilégiée, puis ça pour plusieurs raisons, comme le soulignait non seulement Ronan, mais également Tiffany, mais il y a une expertise multidisciplinaire ici qui n'est pas à négliger. Donc, ça amène une diversité de compétences puis d'expertise expérientielle, de même que notamment les patients partenaires comme Ronan, mais aussi le comité d'experts cliniques rassemble des spécialistes médicaux, des praticiens qui sont chevronnés aussi. Donc, ça permet d'assurer une certaine évaluation des besoins cliniques, mais une compréhension beaucoup plus holistique, approfondie des enjeux liés à l'utilisation d'un portail patient là, à venir. Puis en ayant des perspectives variées, bien, les acteurs clés apportent des perspectives diverses en ce qui concerne les besoins des patients, les exigences cliniques, mais aussi les meilleures pratiques dans le domaine de la santé. Je pense que c'est important aussi. Donc, leur implication au niveau des ateliers tient compte d'un large éventail de points de vue, ce qui enrichit la réflexion. On parlait de réflexivité aussi, mais de leadership transformationnel. Je pense qu'on a été des acteurs de changement qui ont été initiés, engagés au tout début du processus d'initiation de ce projet-là innovant et rassembleur. Je dirais rassembleur parce que c'est ce que moi j'ai vécu en tant qu'acteur observatrice, parce que je notais puis je documentais. Donc pour moi,
pense que c'était très riche comme expérience en tant que chercheuse puis professeure. Pour le... Oups, je parle. Donc, pour le second objectif, bien, au niveau qui était de concevoir, adapter, tester le portail patient. Je vais vous décrire un petit peu les activités qui ont été menées et documentées dans le cadre du projet de recherche. Donc, nous avons, pas moi, mais toute une équipe développé un prototype du portail patient. Donc, cette première étape implique la création d'un modèle initial basé sur des flux cliniques probants qui ont été modélisés en tenant compte des différentes caractéristiques fonctionnelles, notamment aussi lors de l'identification des besoins cliniques, lors du premier objectif notamment. Donc, ça nous a permis de développer, c'est un premier prototype. Par la suite, bien, nous avons adopté le portail aux différents besoins qui ont été identifiés. Hein. C'est de la co-construction, ça a été évolutif. Puis je pense qu'il va y avoir sans doute encore des améliorations quand ils vont être mis en œuvre, mais je pense que ça fait partie aussi des apprentissages et d'amélioration. Il y aura toujours des sites d'amélioration pour mieux desservir nos usagers puis nos professionnels de la santé. Donc ça peut impliquer des ajustements, comme je le soulignais, au niveau de l'interface, que ce soit du contenu, du design, au niveau des utilisateurs, mais aussi des fonctionnalités, les options peut-être de personnalisation qu'on pourra mettre de l'avant pour mieux répondre aux attentes de nos utilisateurs. Puis c'est ce qu'on vous a expliqué plus tôt, mais nous avons aussi réalisé des tests pilotes pour lesquels les patients partenaires ont navigué. Même moi, j'ai navigué. Donc, ça nous a permis de recueillir des retours d'expérience fort riches, qui étaient vraiment concrets dans la réalité, là, de la part de nos utilisateurs choisis lors des ateliers, afin d'identifier, par exemple, les problèmes ou de valider la convivialité de l'interface, que ce soit patient ou professionnel de la santé, les fonctionnalités, regarder le volet sécurité, la confidentialité qui sont très importants aussi, puis d'apporter des ajustements nécessaires pour optimiser l'expérience utilisateur. Je pense que c'est ça. Hein? Il faut améliorer cette expérience-là, puis le rendre convivial, intuitif aussi, pour que les gens puissent l'approprier. Hein? Parce que, comme vous savez, dans toute innovation technologique, la courbe d'apprentissage peut varier d'un individu à un autre. Donc, je pense que c'est important, en impliquant des personnes comme Rona, des patients partenaires, ça nous permet d'avoir leur point de vue puis de voir cette adaptabilité-là quant à l'appropriation d'une plateforme comme le portail patient. Pour ça. Est-ce que je passe? Oui. Pas encore, je n'ai pas fini. Non, pas encore. Il y a plusieurs ateliers qui ont été menés, là, intégrés, participatifs, réflexifs, avec les patients partenaires, les professionnels de la santé, mais aussi le volet des experts en TI aussi, qu'il ne faut pas négliger de leur apport. Donc, cette démarche a vraiment permis d'intégrer les perspectives des utilisateurs pour répondre à leurs besoins. Donc, ça implique de recueillir, en tout cas, activement leurs commentaires lors des ateliers, de prendre en compte leur au niveau de la conception, le développement. Donc, ils ont été impliqués tout au long du processus. Puis je pense que c'est important dans toute innovation que les acteurs clés soient impliqués déjà en amont dans l'initiation d'une innovation ou d'une idée. Là. Donc, pour moi, ça apporte une valeur ajoutée. Ça nous a permis aussi d'identifier des lacunes fonctionnelles, des ajustements aussi, pour pouvoir corriger le tir et être beaucoup plus efficace avant le déploiement du portail. Également, nous avons évalué la convivialité, fonctionnalité, sécurité, etc. Donc ça aussi, ça nous a permis d'améliorer et de guider les ajustements finaux avant le déploiement. Donc, pour moi, ce qui est important, comme le soulignait Antoinette, ces approches qu'elle nous a montrées, que ce soit intégrées, collaboratives, etc., pour moi, ça favorise vraiment une création d'un outil ou un portail patient qui est beaucoup plus robuste, mais aussi qui est cliniquement pertinent, qui est calqué selon les besoins, les flux cliniques, puis centré aussi sur les besoins des patients, co-créé avec eux, qui amène une certaine richesse et une tangibilité aussi.
Et ça, constamment évalué, amélioré en fonction des retours d'expérience et des nouvelles connaissances qui sont menées, non des patients partenaires, mais également de nos professionnels et d'autres acteurs clés qui ont été présents lors des ateliers qui ont été menés depuis plus de 2 ans, je dirais à peu près, là. Donc, la dernière à cette étape, et non la moindre. Donc, il reste ce dernier objectif, et non le moindre. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment d'évaluer l'expérience du portail patient par les usagers, mais aussi les professionnels de la santé. Donc, dans mon cadre du projet de recherche qui sera mené, je veux faire des entrevues individuelles pour mieux comprendre, en fait, en profondeur les besoins, mais aussi les attentes, les préférences, les suggestions aussi d'amélioration des utilisateurs. Puis cette démarche-là, ou les méthodes, je veux les faire au niveau temporel, donc en différentes périodes données, pour voir si les améliorations, bonifications qu'on a amenées amènent une meilleure expérience des utilisateurs finaux. Je pense que c'est important de les écouter, puis de pouvoir aussi de répondre au mieux à leurs besoins pour qu'ils vivent un parcours de soins beaucoup plus positif, qu'ils soient moins anxieux, etc. Donc, pour moi, c'est important. Il y aura aussi des enquêtes de satisfaction qui seront au niveau quantitatif pour recueillir des rétroactions beaucoup plus larges sur l'utilisation du portail, pour obtenir des questions peuvent aborder par exemple l'ergonomie, la facilité d'utilisation ou la pertinence des informations qu'on y retrouve, l'accessibilité, etc. Donc, ça va nous donner un portrait beaucoup plus holistique en complément aux entrevues en profondeur qui seront menées pour l'usager et les professionnels de la santé. Mais aussi, il y a d'autres données qui vont permettre d'enrichir ou trianguler ces analyses-là. C'est par l'extraction des données d'utilisation du portail. Donc, je sais qu'on peut... il y a plusieurs indicateurs auxquels on peut ressortir, que ce soit le nombre de communications, la durée moyenne de la communication ou le pourcentage de communication clinique versus administratif. Donc, en fait, ces méthodes-là vont permettre de recueillir des informations approfondies et variées pour calquer un portail patient sur leurs besoins et leurs attentes, là. Donc, je ne pas beaucoup de minutes. Je vais dire merci beaucoup, mesdames, parce qu'on va vouloir laisser quelques minutes pour les questions aussi, mais merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Je ne sais pas si Yoseline et Julie, vous pouvez vous diriger dans la salle au cas où il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, oui, Cathy. OK. Ma question est à la fois pour Rona et pour Véronique. Juste pour l'information, on a lancé cette semaine l'utilisation de ce fameux portail patient dans PSV. Et la clinique qui part avec cette expérience, c'est la clinique de la gestion de la douleur chronique au CUSM, avec 5 établissements de Ruiz-McGill qui entament cette expérience. Donc, ils sont dans la phase de recruter des patients pour pouvoir participer à cette expérience. Ma question pour vous deux, c'est qu'au-delà de la co-construction qu'il y a eu au niveau du portail patient, est-ce que vous voulez mesurer également la satisfaction du patient dans les services de soutien? Pas juste en termes d'utilisation, le fonctionnement, mais aussi s'ils ont des problèmes là, de comment ils se débrouillent. Nous avons un angle d'intérêt avec le Centre de soutien aux services numériques en santé, là, donc de pouvoir ajouter aussi cette dimension-là dans volet recherche et évaluation. Là. Donc, je voulais entendre quelles seraient vos intentions ou vos remarques. Bien, merveilleux, je suis contente. Ça va être un aspect à ajouter au niveau de l'évaluatif. Pour moi, le soin ne s'arrête pas sur rien qu'un aspect, mais dans sa globalité au complet de la vie, d'un parcours d'un usager. Donc, pour moi, le soutien est tout aussi pertinent à évaluer, combien qu'elle comble aussi, via le portail, ce service-là aussi, là. Donc, je vois un intérêt marqué là, d'avoir une vue beaucoup plus globale là, en termes d'évaluation. Est-ce que tu parles de soutien informatique? Ou technique? Technique, oui. Technique. Ah, OK, moi, c'était pas ça. Oh. Excusez-moi.
Excusez. Je suis l'expert ici, c'est le patient. Oui. Oui, bien ça fait partie, excuse-moi, je vais préciser, dans le volet des entrevues menées en profondeur, mais également au niveau des sondages, des enquêtes, il va y avoir un volet au niveau du support technique et d'accompagnement à l'utilisation, parce que je pense qu'il y a une transition, il y a une gestion du changement qui doit faire pour que les gens puissent adopter. Il y a comme une courbe d'apprentissage aussi, que quand on utilise une nouvelle plateforme auquel peut-être qu'on a moins d'aisance, etc. Donc, pour moi, c'est important pour pouvoir s'ajuster sur les modalités, que ce soit de la formation à apporter ou le matériel ou les outils qui vont pouvoir aider, guider les usagers là, dans son appropriation. Donc, pour moi, c'est essentiel, cet indicateur ou ces mesures-là. Là. Cette portail est un peu spécial parce que les patients partenaires, et en sens plusieurs, c'est pas justement, on avait testé le portail. On avait trouvé les choses qui marchent bien et les choses qui ne marchent pas bien. Je me souviens, Michel n'est pas avec nous autres, hein? Michel Lebel, non? Parce que pendant le COVID, la semaine que le COVID avait lancé, je suis la patient partenaire sur le comité tactique télésanté à l'ECUSM. Ils doivent sortir le télésanté pour tout le monde parce qu'on sont dans le lockdown, on n'avait pas de service à l'hôpital. Ils ont mieux utilisé pour former comment de faire le télésanté pour tous les autres patients pour commencer de le faire. Pauvre Michel, ça avait pris 6 jours. Il n'y a aucune télésanté dans la première 2 semaines de COVID à cause de moi parce que ça m'a pris 6 jours d'apprendre comment de faire une téléconsultation sur mon ordinateur. Merci beaucoup à Michel Libel, mais c'est quoi on parle, le soutien technique a besoin pour les patients. J'imagine qu'il va y avoir les autres patients qui vont avoir peut-être des problèmes de naviguer le système, la plateforme de santé virtuelle. Bon, mais dans ceci, ce n'est pas le même problème. J'ai plusieurs des plateformes dans mon vie médicale avec plusieurs des cliniques, mes spécialistes, mon JMF et tout ça. C'est là qui a été développé ici avec Antoinette Ganem. C'est la première que j'ai rencontrée qui était intuitive. Ça, c'est un mot en français, intuitive. C'est évident qu'est-ce qu'on doit faire. La prochaine étape est très évidente parce qu'il était conçu comme ça. Ouais. Peut-être on va avoir besoin encore de soutien technique, mais pas comme avec les autres plateformes que j'ai rencontrées avant. Mais j'ajouterai un point, c'est très important. Oui, c'est un point qui est extrêmement important dans l'évaluation de l'expérience patient, mais il ne faut pas oublier que on va évaluer en fait l'expérience patient dans un flux spécifique. On a différents services qui vont être implantés, mais il y a quand même des fonctionnalités génériques de la plateforme qui vont faire partie de façon transversale de tous les questionnaires d'évaluation de l'expérience patient. Parce qu'on ne cible pas juste les fonctionnalités, on cible aussi le flux clinique qui est particulier d'un service à un autre. Mais là, je ne suis plus impliquée, là, mais c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en dermatologie. Oui. Je pense que c'était important parce qu'on a saisi des problématiques qui ne sont pas en lien avec la technologie, mais plus avec les processus et les flux. Et ça, c'est important là, à évaluer. Voilà. Bien, merci beaucoup. Là, le temps augmente, mais merci beaucoup en arrière de votre générosité. Mais on me dit que je dois vous laisser aller à la pause puis faire le tour. Mais si vous avez plus de questions sur la PSV, justement, vous allez pouvoir aller visiter notre kiosque. Puis moi, je voulais prendre le temps de vous remercier pour votre générosité puis de vos partages. Vraiment, merci. Vous êtes inspirantes. Fait que merci beaucoup. Merci.